Ce soir, en fait, on est réunis pour 2 rendez-vous. Ce mercredi et mercredi prochain, je pense qu'autour d'une thématique essentielle, c'est réellement développer les fondamentaux d'un couple durable. En fait, quels sont les secrets, on va dire ça comme ça, des fondamentaux d'un couple qui dure, qui pérennise. Et, euh, et ce soir, en fait, cette thématique, elle prend tout son sens, vous comprenez, parce qu'en fait, on est dans une ère d'évolution. Tout bouge. Et en fait, à cette ère où le numérique est en évolution, le monde entier, en fait, bouge. On va dire une dimension qui était le socle solide, qui était un socle, une évidence, le couple, est devenu aujourd'hui, et vous le voyez au quotidien, vraiment le parent pauvre de la société. Et je le vois au quotidien eh bien, dans mes consultations. Eh bien, il est clair que les couples aujourd'hui, qui étaient en fait eh bien, la base, une des bases qui solidifiait la société, est réellement devenu ce parent pauvre, hein, ce parent un peu esseulé. Et pour cause, beaucoup de choses se sont transformées et ce qui était en termes de règles, de fondamentaux, tout ça s'est étiolé. Alors, je vais commencer déjà par me présenter parce qu'il y en a qui me connaissent, il y en a qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Hannah Cohen, je suis coach spécialisée en neurosciences motivationnelles. Je suis également thérapeute certifiée de couple, donc j'accompagne beaucoup de couples dans mon cabinet, dans leurs différentes phases de vie, hein, parce qu'un couple, ça a des phases de vie, et je peux les accompagner avant le mariage ou avant l'union, c'est-à-dire que en préparation au mariage, je peux les accompagner quand le couple a envie justement de se fortifier. Je peux aussi les accompagner quand, eh bien, je les accompagne quand le couple connaît des difficultés et également lorsque le couple choisit de se séparer. Alors, aujourd'hui, ce que je vais vous apporter, tout à l'heure, vous m'avez entendu me présenter comme un coach en neurosciences. Un coach, c'est un entraîneur de vie. Donc, ce soir, ce que je vais vous apporter comme matière, c'est très coaching, c'est orienté très, très coaching. Mais en même temps, je vais dire que c'est vraiment le fruit d'une observation au travers des nombreuses heures de coaching que je donne à mon cabinet et lorsque je reçois des couples. Aujourd'hui, j'en ai quand même déduit qu'il y a des fondamentaux sur lesquels on ne peut pas passer. Et sans cela, le couple ne va pas pouvoir passer, j'ai envie de dire, les différentes phases de vie. Hein. On peut même parler de tsunami émotionnel, parce qu'un couple, eh bien, ça vit dans l'émotion. Donc, je me suis rendu compte qu'en fait, eh bien, si on n'installe pas en arrosage automatique des fondamentaux, le couple va faire un peu des montagnes russes. Certains vont résister et certains vont eh bien, connaître des grandes difficultés et parfois même arriver à choisir de se séparer. En vérité, c'est la séparation, elle peut rentrer en ligne de compte à partir du moment où je peux dire haut et fort, oui, j'ai construit, oui, j'y ai mis tous les ingrédients essentiels au bon fonctionnement de cette cellule couple. Là, on peut entendre parler de séparation, mais tant que, on va dire, on n'a pas placé tous ces rituels, tous ces process, cette conscience, cette connaissance, il est compliqué, en fait, eh bien, de pouvoir faire j'appelle ça un non-choix et pas un choix. Donc, dans ces deux conférences que je donnerai avec grand, grand plaisir, eh bien, je vais pouvoir, en fait, vous proposer certains outils, certains process, une certaine manière de penser qui est, à mon sens, essentielle et qui va vous permettre d'avancer avec votre conjoint ou votre conjointe dans eh bien, ce chemin de vie. Alors, bien sûr, je préfère quand même le dire, il est très prétentieux d'imaginer qu'en 1 heure ce soir de conférence et 1 heure la semaine prochaine, mercredi prochain, je vais pouvoir vous dérouler toute cette matière. Mais en fait, en tous les cas, je vais quand même essayer d'aborder avec vous, de vous faire sentir la possibilité de permettre que cette rencontre, même si on est 2 personnes complètement différentes, souvent bien on me dit « Oh Hannah, tu sais, il est complètement différent ». Je dis « Alors ?» Et alors ? Souvent, la différence fait peur. Alors qu'en réalité, la différence
est un élément complémentaire à la construction de ce couple. Je vais vous dire, s'il était comme moi, s'il faisait comme moi, s'il pensait comme ça serait ennuyeux. Là, c'est dans la différence, c'est dans l'ambivalence que l'on va construire cette cellule couple. D'abord, c'est quelque chose qui est extrêmement gratifiant. Quand c'est facile, à la limite. Je ne dis pas que c'est difficile, mais ça me permet justement de sortir de ma zone de confort pour aller rencontrer quelqu'un d'autre qui est autre que moi. Et ça, c'est quand même assez gratifiant. Donc, lors de ces 2 sessions que l'on va partager ensemble, et j'en suis ravie, en fait, ce que je veux, c'est peut-être prétentieux, mais pouvoir peut-être repenser le couple, installer une dynamique nouvelle, et surtout faire face aux différentes phases de vie. Vous savez qu'une différence, ça peut être un accouchement, ça peut être une grossesse, ça peut être un enfant qui part, la phase où on devient grand-parent, il n'y a plus personne à la maison aussi. Toutes ces phases, eh bien, qui ont besoin d'être préparées et qui ont besoin, qui ne s'installent pas, c'est pas parce qu'on s'est marié, qu'on s'est aimé que les choses, elles sont naturelles. Tout a besoin d'être préparé, appréhendé, et c'est comme ça que l'on va développer ce qu'on appelle l'intelligence d'avant, celle qui me permet de préparer les choses pour qu'elles se passent au mieux. Donc, si vous le souhaitez, et c'est une proposition, pas du tout une obligation, si vous avez envie de prendre un stylo, de noter les points qui vous parlent, allez-y, c'est intéressant. Attention, ne cherchez pas, encore une fois, je le dis souvent, à tout vouloir noter, tout vouloir mettre en place. Choisissez 2 points sur lesquels vous avez envie de vous focaliser, et ça va vraiment créer ce qu'on appelle une réaction en chaîne. Il va y avoir, déjà une nouvelle dynamique, et ça peut donner en fait un nouvel élan. Alors vous allez me dire, mon couple fonctionne bien, je suis contente. Eh bien, s'il fonctionne bien, il peut toujours fonctionner mieux. Voilà. Donc, cette conférence ce soir va parler à chacun et à tous globalement, on va dire au niveau du couple, au niveau dans lequel je me trouve. Voilà, il ne faut pas venir écouter un thérapeute ou aller en séance de coaching que lorsque ça va mal. On va justement prendre des éléments qui vont favoriser le développement de cette cellule couple. Alors déjà, avant de parler d'un couple, on va essayer de définir qu'est-ce que c'est qu'un couple. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on pose la question, mais qu'est-ce que c'est qu'un couple? Je pense que cette question, elle prend tout son sens. Pourquoi? Parce qu'on vit une période où, les familles monoparentales, l'union libre se banalise, les divorces sont de plus en plus fréquents. Et c'est face à cela que moi, j'ai à cœur, vous avez à cœur de fonder un couple. Donc, face à tout cela, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, s'interroger sur la pertinence même de fonder un couple, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Quand on voit un petit peu ces désordres sociaux, le fait de fonder un couple reste quand même quelque part une énigme. Et est-ce que réellement j'ai envie de fonder un couple? En plus de ça, quand on voit que l'homme et la femme sont drastiquement, comme on le dit, différents, et la Torah nous enjoint quoi? De ne faire qu'une seule chair. Vous voyez un petit peu ce qu'on nous demande. Donc, face à toutes ces différences, elle a des besoins, lui, il a d'autres besoins, il a une histoire, elle a une histoire, il a des valeurs, elle a d'autres valeurs, elle a d'autres schémas de pensée. Et c'est face à cela que toutes ces différences, au lieu que ça devienne quelque part une espèce de complétude, ça devient finalement un obstacle à l'évolution du couple. Et ça m'empêche de pouvoir fonder ce qu'on appelle cet édifice éternel. Alors, j'ai envie déjà de commencer par vous dire que mon vœu le plus cher au travers de ces conférences et de ce que j'apporte au quotidien, et ça c'est quelque chose que j'ai envie de dire, je répète, d'une façon générale, il faut bien comprendre que le couple, ce n'est pas l'aboutissement d'une rencontre. On s'est rencontrés, on s'est apprécié, on s'est aimé, et voilà, c'est ça le couple. Ah non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Et beaucoup de personnes ont ces schémas de pensée. Le couple, c'est réellement une aventure à deux
Et cette aventure, on l'écrit chaque jour. Chaque jour, eh bien, c'est une nouvelle aventure, une nouvelle phase. On pense connaître l'autre parce que ça fait 30 ans qu'on vit avec lui, mais on ne le connaît pas. Et chaque jour, eh bien, c'est une véritable découverte de l'autre. Alors, bien sûr que cette découverte, elle peut se faire de différentes façons. Elle peut se faire quand je suis l'un ou quand l'un contre l'autre. On va dire, c'est une guerre permanente. L'un face à l'autre, en face de l'autre, ou l'un avec l'autre, main dans la main. Donc réellement, vous voyez, c'est chercher on va dire véritablement une métaphysique du couple. C'est dépasser bien sûr le côté de la relation amoureuse pour essayer justement d'écrire, d'énoncer bien cette relation, cette véritable aventure au quotidien. Alors le couple, quand on a posé la question, mais qu'est-ce que c'est qu'un couple? Un couple, c'est vraiment un mouvement de deux forces ou un équilibre entre deux forces qui sont égales et en même temps contraires. Égales et contraires. Pourquoi égales? Parce qu'en fait, l'homme et la femme ont reçu des forces et des ressources pour réussir. Alors déjà, à ce niveau-là, il n'y en a pas un qui est disqualifié parce qu'on vient avec des forces et des ressources. À l'intérieur de nous, on a une puissance, on a un réservoir avec des ressources qu'on ne connaît même pas, inimaginables, qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné pour pouvoir justement construire cette cellule couple. Ça, c'est le premier point. Maintenant, contraire. Pourquoi contraire? Parce qu'en fait, l'homme et la femme, ce sont deux individualités, deux entités de culture, de mondes, d'histoires, de mondes complètement différents, qui ont choisi, en fait, au travers d'une troisième entité, l'homme une entité, la femme une entité, ont choisi pour créer cette troisième entité une matière qui s'appelle l'amour. Ils vont unir leurs forces autour de l'amour pour créer cette troisième entité qui s'appelle le couple. Cette troisième entité, c'est le couple. C'est la réunion de deux entités autour d'une matière forte. L'amour, c'est une matière qui se développe, qui s'accroît, qui dévalue. Et oui, qui va me permettre de créer cette troisième entité qui est le couple. Alors, c'est vrai que vous allez me dire, Hana, la définition est très intéressante, mais en réalité, quand on regarde un petit peu la sphère conjugale, tout ce qui tourne autour du couple, ce n'est pas réellement ce que l'on vit et ce que l'on expérimente sur le terrain. Alors, il est clair que même si, quelque part, on a des si grandes différences, je ne pense pas que le ciel nous a demandé justement d'être en fusion, de faire qu'une seule chair et ne pas nous avoir donné toutes les capacités pour pouvoir y arriver. Vous savez, dans ce temple qu'est notre corps, Akadosh Baruch Hu a pensé à chaque petite chose qui va nous permettre de pouvoir atteindre notre mission de vie. Simplement, est-ce que l'on sait les utiliser pour nous? Ce n'est pas toujours le cas. Parfois, on utilise ce que le ciel nous a donné contre nous. C'est pour ça que quand tout à l'heure, j'ai parlé de deux entités, et j'y insiste. Pourquoi j'ai parlé du mot deux entités, deux individualités? Parce qu'en fait, le couple, certains pensent le contraire, mais le couple n'a pas pour vocation de dissimuler l'identité d'un des partenaires. Je m'explique. En fait, dans ce couple, je dois être toujours connectée à qui je suis vraiment, à mon moi profond, à mon identité. Pas essayer, en fait, de plaire ou de déplaire ou ne pas déplaire à l'autre. C'est réellement être ce moi, être qui je suis vraiment et ne pas trahir cette identité. Je dis souvent que
le couple, en fait, il y a deux types de couple. Il y a le couple que je forme avec moi-même, qui est le reflet du couple que je vais former avec l'autre. Je répète parce que ça, c'est quand même quelque chose de très important. Le couple que je forme avec moi-même, moi avec moi-même, est le reflet du couple que je vais former avec les autres. Donc, plus je vais revenir à moi, plus je vais revenir à mon entièreté, et plus je vais donner toute la puissance à mon couple. Parce que sinon, si je commence à me fondre et à perdre qui je suis pour plaire à l'autre, ne pas déplaire à l'un, ne pas déplaire à ma belle-mère, ne pas déplaire à mon mari, eh bien, je vais me perdre dans cette relation. Je pense au contraire faire du bien, et finalement, je me perds. Donc, c'est ce qui va vraiment donner toute la forme du couple. Quand je suis dans le déni de moi, beaucoup de personnes se marient et pensent qu'ils doivent complètement, complètement s'annuler dans ce couple. Et le fait d'être justement dans cette non-reconnaissance de soi, eh bien, je vais finalement créer des parties qui vont être frustrées et qui, à un moment donné, il faut le savoir, vont se réveiller et vont se venger. Alors, il y en a certains qui vont appeler ça la crise de la quarantaine. Moi, j'appelle ça en fait ce réveil de toutes ces choses que j'ai mis à l'intérieur de moi pour pouvoir justement répondre aux attentes de l'autre, pour pouvoir surtout ne pas déplaire à l'autre. Donc, j'ai trahi mon identité. Et à un moment donné, eh bien, je vais devoir, comme on dit, payer le prix. C'est pour ça qu'il est très, très important dans ce couple, même si je pense que c'est the projet, en effet, c'est le projet de ma vie, très, très important de rester qui je suis. Qui je suis, si je suis une femme qui aime la musique, si je suis une femme qui est créative, si je suis une femme qui aime rire, rester qui je suis. Sinon, je vais me perdre dans ce couple. Et là, il y a danger. Je le vois beaucoup, beaucoup. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je vois beaucoup de femmes qui, en fait, quand elles sont seules, je les reçois seules en séance, eh bien, ce sont des rayons de soleil. Et quand elles sont en séance de couple face au mari, elles sont complètement éteintes, elles sont la moitié d'elles-mêmes. Donc, il est important de se poser la question, est-ce que réellement je vis dans ma pleine entièreté? Est-ce que dans ce couple, je réponds, bien sûr, on en parlera tout à l'heure, à mes besoins? Est-ce que je suis qui je suis vraiment? Ou j'essaye de créer ce qu'on appelle un persona, une personne autre, pour pouvoir répondre aux belles croyances de ce qu'est le couple. La femme doit être comme ça, l'homme doit être comme ça, et coller à une image. Je dirais au secours. Au secours, c'est dangereux. Alors maintenant, justement, on parlait de ce couple, c'est comment créer cette troisième entité qui s'appelle le couple. À mon sens, il y a un point important qui est essentiel à la création du couple. Et je peux vous dire que lorsque je reçois souvent des couples et que je pose cette question à savoir quel sens tu donnes à ton couple, en fait, quel est le projet du couple? On me regarde, on me dit c'est quoi ça? C'est quoi le projet du couple? Ben, on s'est mariés, voilà, on s'est rencontrés, on s'est appréciés. Je leur dis, attendez, pour créer un projet aussi beau, aussi fort, vous comprenez bien qu'il doit y avoir ce qu'on appelle un projet de vie, quelque chose qui soit là, qui soit un moteur. Moi, j'appelle ça un pourquoi fort. En fait, le pourquoi fort, c'est ce qui donne du sens à mon couple. C'est quoi du sens à mon couple? C'est en fait pourquoi on a choisi de se marier. Quel est l'objectif de notre vie? C'est peut-être simple, mais je peux vous dire que quand vous réfléchissez bien, ce n'est pas quelque chose qui est présent dans les couples. Qu'est-ce que j'ai envie de choisir? Qu'est-ce qu'on a envie de choisir, de créer dans cette relation? C'est quoi notre objectif de vie? Vous savez, le couple, c'est un système. Tout système qui n'est pas maintenu par un plus grand système, avec le temps, s'étiole. Donc, il est clair que pour un projet, il doit y avoir quelque chose de plus grand que cette cellule. Il doit y avoir une espèce de mission de vie. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand il va arriver des moments difficiles, des tsunamis dans le couple,
tout va s'effondrer comme un château de cartes. Pourquoi? Parce que en fait, ce système, eh bien, c'est comme s'il n'y avait pas quelque chose sur lequel je peux me raccrocher. Quand ça ne va pas, mais que je sais que j'ai un sens, que je sais pourquoi j'ai choisi ce partenaire, qu'est-ce que l'on va atteindre, ça nous permet de dépasser les tsunamis émotionnels. En fait, un projet de vie, j'ai envie de dire, c'est comme un contrat psychologique qui comporte une projection, qui comporte des actions à poser, qui comporte des choix, qui comporte des droits, des devoirs, et qui n'a absolument rien à voir, attention, avec le contrat religieux ou civil. Et c'est de ce contrat que va réellement naître quelque chose de fort, de solide, qui va permettre au couple de perdurer malgré les averses et malgré des fois les situations qui sont complexes. Et je dis que c'est ça qui crée réellement l'épanouissement de la vie d'un couple. C'est vraiment mettre, j'ai envie de dire, le couple au centre de ma vie. Vous savez, je pose souvent cette question qui est déconcertante aux couples qui viennent me voir et qui me disent, qui me parlent de leurs difficultés. Et là, je leur pose une question, je les regarde et je leur pose la question qui est souvent déconcertante. Elle est simple, mais pourtant tellement importante. C'est: est-ce que tu as mis ton couple au centre de ta vie? C'est vrai que cette question, on ne se la pose pas beaucoup. Pourquoi? Parce que bien sûr, il y a des urgences, il y a les enfants, il y a le travail, il y a les soucis. Et finalement, le couple, encore une fois, devient le parent pauvre du système. Il y a beaucoup de couples qui viennent, encore une fois, sans statut, qui ne savent même pas, en fait, pourquoi ils se sont mariés. Ils savent encore moins pourquoi, ils veulent se séparer. Et il est important que pour pouvoir justement développer une relation consciente et impliquée, il va falloir donner du sens à ce couple. Et ça me donne une direction, ça me donne de la force. Sinon, je vais rentrer dans des frustrations et parfois même, j'ai envie de dire, un emprisonnement moral. C'est important d'avoir un projet qui installe le couple dans des bases solides. Alors bien sûr que c'est des choses qui peuvent être à chaque fois, qui demandent des réajustements permanents. Ça veut dire qu'en fait, ce qui était important peut-être il y a 2 ans, c'est des choses qui sont moins aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a d'autres projets qui sont importants dans le couple. Regardez, faites un essai. Quand vous avez un projet dans votre couple, alors bien sûr, ça peut être un projet de vacances ou un projet je ne sais pas moi, de déménagement, regardez comment vous êtes aligné. Parce qu'en fait, il y a quelque chose qui vous tient. L'espace projet dans le couple et en termes de mission de couple, c'est quelque chose qui anime. C'est ce que j'appelle, moi, ce pourquoi fort que l'on doit signer symboliquement, jour après jour, d'accord? Et qui va, en fait, faire quelque chose de très intéressant. C'est qu'il va me mettre dans un choix volontaire. Et vous savez quoi? Quand je choisis, je m'engage beaucoup plus facilement. Moi, je dis souvent que le choix crée l'émotion. Et quand on est beaucoup plus engagé quand on choisit. Donc, quand moi, je choisis justement de me remettre à cet engagement et à le resigner symboliquement, je me remets devant mes responsabilités et ça donne complètement une autre dimension au couple. Et les bobos du couple, et il y en a, je le sais, sont beaucoup plus faciles à avaler et sont beaucoup plus faciles à dépasser. Alors attention, je n'ai pas dit qu'il n'y aura pas de crise, il n'y aura pas de conflit dans le couple. Mais en même temps, ces conflits, on ne les vivra plus comme une menace ou alors encore mieux, comme une remise en cause, en fait, de la légitimité de cet engagement. Ça sera en fait, la crise, elle sera plutôt vécue, comme le dit Guy Corneau, comme une friction créatrice. C'est quoi une friction créatrice? Comme une possibilité d'évolution, comme une remise à net, comme en fait quelque chose qui est beaucoup plus cohérent avec ce que chacun veut, avec les désirs profonds de chacun. Et c'est de là que va naître une relation satisfaisante où il y aura du progrès, il y aura de l'évolution, il y aura des mises au point. Et ça, c'est quelque chose qui est d'abord important dans le couple,
et qui est très gratifiant pour chacun de soi. On a le sentiment d'être réellement acteur de ce couple. Vous savez, je vais vous dire, j'entends beaucoup trop de personnes qui disent « la différence me dérange ». J'ai envie de dire que si tu nies la différence, tu nies le couple. Tu ne peux pas me dire que, j'ai envie de dire que la différence, c'est une composante du couple. Et en fait, si tu me dis que tu as du mal avec la différence de l'autre, c'est que tu n'es pas prête à construire. Parce que, en fait, c'est facile de construire quand l'autre me ressemble et qu'est un clone. Hein, finalement, il n'y a rien d'intéressant et quelque part, eh bien, j'ai envie de dire, il n'y a rien de gratifiant. C'est quand on met la main dans la boue et qu'on essaye main dans la main, d'arriver à sortir avec une proposition négociable et qu'on arrive justement à accepter la différence de l'autre. La différence de l'autre n'est pas en soi un danger. En fait, c'est ce que tu en fais qui est un danger. Que l'autre soit différent, c'est OK. D'abord, on est tous différents. Tous différents. On a tous été créés uniques, et ça, vous le savez. Mais en même temps, ce qui est dangereux, c'est ce que tu fais de cette différence. Est-ce que tu en fais un objet, au contraire, qui va créer une complémentarité et qui va donner de la richesse au couple? Ou est-ce que tu en fais quelque part quelque chose qui va scinder le couple? Et ça, c'est vraiment, vraiment la question. Je dis souvent que c'est le pourquoi fort. Tout à l'heure, je parlais d'amour. C'est le pourquoi fort qui crée l'amour. Oui, oui, entendez. Quand j'ai un pourquoi fort, c'est ça qui crée l'amour. Je vous ai dit tout à l'heure que l'amour, c'est une matière. C'est quelque chose qui évolue, qui dévalue. D'ailleurs, entre parenthèses, l'amour n'a jamais été un gage qui pérennise le couple. C'est réellement pas ça qui fait que le couple va durer. Pourquoi? Parce que c'est une matière qui évolue, qui moment par moment eh bien, se dissipe un peu et qui revient, etc. Mais réellement, ce pourquoi fort va créer l'amour et va faire en sorte justement de nous faire sortir de ces rêves, de ces fantasmes pour nous ramener à être là concrètement et créer du vrai, créer en fait du concret. Et pas être dans des rêves, ah, j'aimerais que ce soit comme ça, qu'il soit comme ça. Être là et créer ce que l'on a envie de créer jour après jour et de s'y rapprocher par petits pas. Parce que le couple, c'est vraiment ça. C'est des petits pas constants, des petits pas constants. Et là, je sors du rôle de sauveur et je rentre dans le rôle d'acteur. Encore une fois, être acteur de sa vie, être pilote de sa vie, c'est quand même quelque chose, encore une fois, de très, 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 très gratifiant. C'est pour ça que je dis souvent que dans le couple, il y a une énergie comme ça qui se sent. Moi, je la sens. Moi, je la sens quand je reçois des couples. Il y a une énergie créative qui est là. Elle est disponible, cette énergie. Maintenant, si elle est canalisée, elle peut réellement amener chacun des couples à son but. La vraie question, c'est est-ce qu'on se pose des questions ? Ou est-ce qu'on avance la tête dans le sable en se disant bon, je me suis trompée, c'était un mauvais casting, j'aurais pas dû me marier et je continue finalement à alimenter une espèce de toxicité, à me donner en fait, eh bien, est-ce que je me pose vraiment de vraies questions? Je dis souvent, vous devez m'entendre dans ces partages que j'ai avec vous, que des vraies questions amènent de vraies réponses. Celui qui ne se pose pas de questions, c'est quelqu'un qui n'a pas envie d'évoluer. C'est quelqu'un qui est en rupture avec l'évolution. Donc, c'est important de se poser des questions par rapport au sens. Par exemple, en quoi ma vie de couple fait sens pour moi? En quoi elle fait sens, cette vie de couple? En quoi elle me porte, cette vie de couple? Vous voyez, ces questions-là qui donnent encore du sens, de la consistance. Quel est le sens que j'ai envie de donner à mon couple pour passer au niveau supérieur? Vous voyez, rien que ces questions, elles vous amènent à une certaine réalité. Elles sont importantes. Je dis souvent que si je me pose de vraies questions, je vais trouver de vraies réponses. Et ça, vous voyez, vous allez partager cette conscience avec votre mari ou avec votre conjointe. Et finalement, vous allez poser des actions continues parce qu'en fait, vous savez qu'un couple, c'est de la conscience, c'est de la connaissance de l'autre.
C'est des rituels, c'est des petits pas. C'est vraiment du training, le couple. C'est vraiment l'endroit où on doit s'entraîner. Et là, petit à petit, en partageant, en posant des actions, vous allez vous rapprocher de ce que vous voulez plutôt que de ce que vous ne voulez pas. Souvent, dans les couples, on est proche de ce que l'on ne veut pas, de ce que l'on redoute. Et finalement, on éloigne de soi ce que l'on voudrait le plus. Et là, franchement, vous allez fonctionner avec le meilleur de vous-même. Je vais juste envoyer, je m'excuse, je vais juste envoyer le lien Zoom à une personne qui est en train de me demander et je suis à vous. Voilà, c'est fait. Donc, je disais que ça, c'est quand même quelque chose de donner du sens. Le sens, j'ai envie de dire, je reviens beaucoup sur ça parce que pour moi, c'est extrêmement important. Ça encense la relation et ça crée réellement quelque chose qui est authentique et qui dure. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, hein, on est vraiment dans une espèce de laboratoire d'expérience. Et si je ne m'entraîne pas au quotidien à poser les bonnes actions, eh bien, je vais malheureusement m'éloigner du meilleur, de ce merveilleux projet de vie qui est le couple. Alors, pour cela, bien sûr, il faut être très observateur. Je reçois beaucoup, encore une fois, je le répète, mais ce soir, c'est une partie de mon expérience que j'ai envie de vous passer et de dérouler devant vous, c'est qu'en fait, je reçois beaucoup de personnes qui viennent en thérapie de couple quand malheureusement, les schémas de vie, en fait, sont déjà installés. On vit des vies parallèles, c'est déjà terminé dans la tête et finalement, on vient consulter. Alors, je dis qu'à ce moment-là, on est dans l'intelligence d'après. Pourquoi? Parce qu'en fait, malheureusement, on a pris le mur, hein, on s'est trouvé devant une situation, devant un mur, et là, finalement, eh bien, les choses sont toujours, on peut toujours arranger. On a pu aider des personnes qui devaient passer au bed-in mardi, qui viennent vous voir dimanche et qui reprennent, au moins en tous les cas, qui se reposent les bonnes questions et qui se laissent quand même un laps de temps de 3 mois pour essayer de construire. Donc, je pense que, on va dire, dans la cellule couple et dans tous ces secrets et dans toutes ces manifestations, il y a vraiment d'abord une part d'Akadosh Baruch Hu et en même temps, eh bien, il y a toujours matière à faire. Ça, j'en suis convaincue. Et même quand les dossiers ont l'air terminés et il n'y a pas d'espoir, je pense que quand on est dans le sujet, on ne peut pas voir la lueur au fond du tunnel. On a besoin de quelqu'un d'extérieur. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que des fois, c'est dommage de ne pas avoir développé cette conscience et d'avoir appréhendé ça avant, d'avoir placé des choses et dans l'anticipation. Et quand je vous parle de ce projet de couple, le sens que je donne à mon couple, c'est quelque chose qui, justement, va donner, encore une fois, je le répète, de la consistance au couple. Et souvent, on vient me voir, on me dit, alors qu'est-ce que tu penses, Rana, je dois divorcer? Alors déjà, je dis, qu'est-ce que tu penses, toi? Moi, je n'ai rien à penser. C'est toi qui vas faire ton choix. Mais moi, ce que je vais t'aider, c'est à faire un choix, mais pas un non-choix. Souvent, les personnes qui viennent comme ça, qui sont complètement déstabilisées et qui pensent que la solution, c'est le divorce, sont dans un non-choix. Tant que je peux pas dire haut et fort, j'ai tout mis en place, j'ai développé tous les fondamentaux du couple, je ne peux pas dire que finalement, je dis souvent, il ne peut pas y avoir tout simplement de séparation s'il n'y a jamais eu de rencontre. Je le répète, il ne peut pas y avoir de séparation s'il n'y a jamais eu de rencontre. Donc souvent, on vient me demander de tamponner un choix et en réalité, je dis souvent qu'il ne peut pas y avoir de destruction s'il n'y a pas eu de construction. Et ce n'est pas quelque chose qui s'invente, c'est quelque chose qui est basé sur des process, sur des outils pratico-pratiques. Comme ce que vous metteriez pour pouvoir mettre au point un projet au niveau professionnel, c'est exactement pareil. Le couple, c'est un système. Et si je n'ai pas les bons ingrédients, eh bien, je risque malheureusement de fonctionner à contre-courant. Alors, je vais juste revenir sur un petit point que tout à l'heure, j'ai parlé de différence. Et j'ai envie de dire que justement, à la création de l'homme, il y a quand même un élément qui m'amène à penser que finalement, cette différence, elle n'est pas si dangereuse. C'est qu'en fait, vous savez qu'il est écrit que l'homme et la femme étaient collés. Et on les a séparés, on les a rendus deux entités, deux
individualités. Et tout le but du couple, c'est justement la réunification, réunifier cette division. C'est pour ça que j'ai envie de dire que la bisexualité n'est pas on va dire un accident de l'histoire. Tout l'objectif, c'est réellement de pouvoir, au travers de cette rencontre que va être mon couple, eh bien, c'est grâce à cette rencontre que je vais pouvoir, comment je vais dire ça, compléter la partie inachevée qui est à l'intérieur de moi. C'est l'autre qui va m'apporter ce complément et qui va m'aider à être la version la meilleure de moi-même. Donc, vous voyez que dans cette différence, c'est vrai que quelque part, c'est grâce à cette différence que je vais pouvoir eh bien, créer cette complétude avec l'autre. C'est pour ça que c'est vrai que le couple, ça peut être une énergie qui est comparable à ce qu'on appelle une énergie atomique, parce que quand ça pète très fort. Mais en même temps, si on sait utiliser toutes les forces du couple, même cette colère, même on va dire, cet engouement, des fois, eh bien, si on sait l'utiliser d'une façon positive, le couple peut devenir un moteur d'abord précieux dans ma vie personnelle, quelque chose de très, très puissant. Par contre, si j'y rentre dans ce couple comme un visiteur, j'essaie d'aller voir, bon, tiens, qu'est-ce qu'il peut m'apporter, c'est qui cette personne, qu'est-ce qu'il y a à prendre par là, et j'y rentre comme ça, un pied dedans, un pied dehors, sans y mettre, en fait, encore une fois, quelque chose qui est de l'ordre du sens, le pourquoi fort, automatiquement, eh bien, ça peut devenir quelque chose qui soit destructeur. Encore une fois, je vous rappelle que la cellule couple reste la plus belle aventure de la vie. Donc, j'ai envie de dire, définissez, et si c'est fait, redéfinissez ce pourquoi fort, ce sens que vous avez envie de donner à votre couple. Vous allez voir que vous allez lui donner beaucoup plus de consistance. Et ça, à n'importe quelle phase de vie, même si vous êtes marié, ça fait 40 ans, ou alors si vous venez de démarrer votre vie, ou si vous êtes en milieu de chemin, d'accord? C'est ce qui va vous permettre de créer l'égrégore du couple. Ça, c'est très, très, très important. J'ai envie ce soir de parler, en fait, je ne pourrais pas parler des trois fondamentaux du couple. Je commencerai par en parler d'un, et la semaine prochaine, on continuera, Bezrat Hashem. J'ai envie de parler de trois fondamentaux qui font que le couple s'installe et développe en fait ce qu'on appelle des bases solides. Alors, vous l'avez peut-être entendu, vous allez le réentendre peut-être d'une autre façon, peut-être à la version Chana, oui. Je vais vous donner en vérité, encore une fois, le fruit de plusieurs années d'observation. Un des trois fondamentaux que j'ai envie de dérouler déjà, c'est ce qu'on appelle la responsabilité. J'ai envie de dire que c'est vrai que le mot responsabilité, c'est un mot qui a une mauvaise presse. Quand on dit « Ah, tu n'es pas responsable », la responsabilité, c'est souvent associé à la culpabilité, alors qu'il n'en est pas du tout cela. Si je reviens au mot latin, parce qu'il faut savoir que responsabilité, c'est le dérivé d'un mot latin, qui est responsum. Responsum, c'est se porter garant de quelque chose. C'est en fait donner une réponse à quelque chose. C'est donner une réponse à quelque chose. Alors, on est clair que dans un couple, dans ce système, pour que l'égrégore se fabrique, il faut, et ça j'y tiens, et je le répète à qui veut l'entendre, il faut que les deux partenaires se sentent responsables de la réussite de cette cellule couple. Qu'ils deviennent en fait, j'ai envie de dire, co-créateurs de cette cellule. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand moi, j'accepte ma responsabilité, j'accepte ma responsabilité par rapport au bon fonctionnement du couple, ou alors lorsque ça dysfonctionne, automatiquement, je me donne la permission de pouvoir agir en accord avec ma personnalité. Et automatiquement, je me sens libre et ça donne, bien sûr, quand je me sens libre, je donne le meilleur de moi-même. Il y a beaucoup de personnes qui prétendent, et je l'entends et je le réentends, qui me disent « Mais Hana, moi, je n'ai pas de pouvoir, tu ne sais pas avec qui je suis mariée. » J'entends leur souffrance et je leur dis « Je comprends. Je comprends que c'est compliqué, je suis mariée avec cette personne. » Mais je dis souvent quelque chose qui est pour moi très important. Ne laisse jamais l'extérieur définir qui tu veux être et qui tu veux devenir.
Je répète parce que c'est quand même très, très important et c'est quelque chose qui peut être très parlant en couple. Ne laisse jamais l'environnement, l'extérieur, définir qui tu veux être et qui tu veux devenir. En fait, certaines personnes prétendent, et je comprends que ce qu'elles vivent, c'est souvent très, très, très compliqué. Et de les voir souffrir, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'affecte beaucoup. Mais en même temps, si tu veux, quand on dit « je n'ai pas de pouvoir sur ma vie, sur mon couple », finalement, ça laisse à l'autre. C'est comme si je prenais mon pouvoir et je lui donnais à l'autre. C'est comme si je prenais mon pouvoir et je dis « tiens, moi, je ne peux rien faire ». Donc, en fait, je laisse les autres agir pour moi. Et ça, vraiment, dans le couple, c'est l'anesthésie. Même si parfois, on pense ne pas avoir de possibilité face à l'autre, il est très important que je prenne en compte ma responsabilité, celle de mon droit le plus ultime, celui d'être heureux, d'être heureuse. Et ça, c'est un droit, c'est quelque chose que l'on a reçu, c'est quelque part quelque chose de droit divin. De droit divin. Personne ne peut m'empêcher d'être heureux. C'est moi qui dois le décrypter. Face à n'importe quelle ambivalence, ne jamais laisser l'autre définir qui je veux être et qui je veux devenir. Sinon, j'anesthésie mon pouvoir, je le donne à l'autre, finalement, et je ne peux pas avancer, je suis comme ça, anesthésiée. Vous savez, l'environnement a le pouvoir que moi, j'accepte de lui donner. Et le manque de responsabilité dans le couple, j'ai envie de dire, c'est la mort du couple. Je ne mâche pas mes mots. Quand je ne suis pas responsable, c'est la mort du couple. D'ailleurs, je vais vous dire, c'est tout simple. Quand des fois, j'ai quelqu'un qui m'appelle, qui me dit, écoutez, Rana, j'aimerais bien vous rencontrer. J'aimerais bien qu'on se rencontre en couple, en séance. La première question que je pose, c'est, est-ce que votre mari est d'accord? Alors, la personne va me dire oui, va me dire non. Alors d'abord, si elle me dit oui, je lui dis, écoutez, soyez gentil de lui demander de m'appeler. Parce que moi, ce que je veux, c'est que dans ce processus, c'est pas juste recevoir un couple et passer 1h30 ou 2 heures, c'est réellement les sentir impliqués. Donc, cette notion de responsabilité est très importante. Si elle me dit non, il n'est pas d'accord, je dis, écoutez, c'est pas le moment. Et avec beaucoup d'authenticité, je pourrais pas vous aider. Parce qu'en fait, une partie de la thérapie ou une partie de la solution se trouve dans cette notion de responsabilité. Souvent, je pose cette question en pleine séance et je dis, tiens, toi, dis-moi, à combien tu te sens responsable de ce que tu vis dans ta vie là actuellement? Allez, sur une échelle de 1 à 10, à combien tu es? Réfléchis. Et toi, dis-moi à combien tu es? Sur une échelle de 1 à 10. 1, pas du tout responsable. 10, pleinement responsable. Où tu te situes? Pourquoi justement leur demander d'évaluer cela? Pour justement développer davantage de responsabilité. Parce que sans responsabilité, zéro implication. C'est l'autre qui est le problème. C'est l'autre qui on va dire, qui est le trouble fait. Et moi, ça va. Et là, on ne peut pas avancer. On ne peut pas créer. On a chacun notre part de responsabilité au travers de ce que l'on est et chacun doit apporter la pierre à l'édifice. Personne ne peut dire, tu comprends avec qui je suis mariée. J'entends, c'est vrai. Mais en même temps, on a besoin quand même d'évaluer la part de responsabilité pour pouvoir avancer. Réfléchissez un petit peu à tout ça et posez-vous la question, tiens, moi, où j'en suis par rapport à cela? Et ça peut être intéressant même pour pouvoir avancer. Alors, c'est ce qui m'amène, quand on parle de responsabilité, je ne peux pas vous parler de responsabilité sans évoquer en fait les travaux d'un homme. Alors, vous en avez souvent entendu parler et chacun va les décliner à sa façon. Et je pense que dans le couple, c'est quelque chose d'important. C'est les travaux d'un homme qui s'appelle Stéphane Karpman, qui est en fait un psychiatre, un médecin, qui est l'élève d'Éric Berne. Éric Berne, juste pour que vous le sachiez, c'est le fondateur de l'analyse transactionnelle. Et lui, en fait, il a essayé d'expliquer les relations au travers d'un triangle qu'on appelle le triangle de Karpman. Tout simplement, c'est un triangle, ou alors qu'on appelle le triangle dramatique, oui, parce que ce triangle, quand on y rentre, on risque justement de biaiser les relations et de vivre des relations dramatiques.
Alors, dans ce triangle, vous avez peut-être en entendu parler, il y a 3 jeux psychologiques, 3 personnages qui sont dans ce triangle. On a la victime, on a le persécuteur et on a le sauveur. La victime, le persécuteur et le sauveur. Et quand je rentre dans ce triangle, clairement, j'abîme la relation. Je biaise la relation parce qu'en fait, quand je suis dans l'un de ces rôles, il faut en même temps se dire qu'il faut s'apprêter presque à vivre les 3 rôles en même temps. Quand je suis victime, il faut que je m'apprête à être parfois persécuteur ou parfois sauveur. C'est un jeu psychologique qui ne mène nulle part. Alors, je vais vous en parler un peu plus parce que pour l'instant, j'imagine que ça doit peut-être pour certains être quelque chose de complexe. Vous savez, certains couples, et ça je le vois encore, se forment, j'ai envie de dire, selon une espèce d'intuition. Oui, oui, selon une certaine intuition. Ils ont l'impression que lorsqu'ils vont se marier, eh bien, l'autre va venir répondre à leurs besoins d'amour. C'est l'autre qui va remplir ce qu'on appelle les réservoirs affectifs. Quelque part, ils s'imaginent qu'en fait, eh bien, ils ont la sensation que l'autre est là pour répondre à leurs besoins. En fait, j'ai envie de dire que quand on rentre dans cette espèce de complétude, d'un petit peu de complémentarité, cette manière de créer son couple, eh bien, il faut savoir que chacun va jouer un rôle qui le rend dépendant de l'autre. Je répète, chacun dans ce triangle va jouer un rôle qui le rend dépendant de l'autre. C'est pour ça que ces jeux psychologiques, on les appelle le triangle dramatique, ils sont qualifiés de jeux pervers. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'utilise l'autre pour qu'il réponde à mon propre fonctionnement. J'utilise l'autre pour qu'il réponde à mon propre fonctionnement. Alors attention, hein, ce n'est pas de la perversion maladive, ce n'est pas ce qui fait que l'autre est un pervers narcissique, je préfère quand même le dire, parce que c'est le mot à la mode. Hein. Un pervers narcissique, c'est quand même quelque part quelqu'un de drôlement atteint et quelqu'un de dangereux et qu'il faut absolument se préserver parce que ça peut également toucher énormément, nous atteindre énormément et être dangereux pour soi. Mais là, on parle en fait tout simplement, pourquoi je ne parle pas de perversion maladive? Parce que l'autre ne fait pas ça exprès, hein, elle n'est pas là pour faire du mal à l'autre, ce n'est pas volontaire. Mais en même temps, en prendre conscience, savoir dans quel rôle je suis, je vais décliner avec vous ce que ça peut être pour que vous compreniez bien, amoindrit les chances d'épanouissement du couple. Amoindrit. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est de cette complémentarité que va naître ce qu'on appelle, vous l'avez peut-être souvent entendu, la dépendance affective. La dépendance affective, c'est ni la cousine de l'amour, ni l'amour. Hein. La dépendance affective, c'est quelque chose qui fait que je joue le rôle que l'autre va m'imposer. Je vais répondre aux attentes de l'autre, alors qu'en réalité, vous le savez peut-être, mais il n'y a que moi qui sois responsable de mes propres besoins. L'autre va mettre ce qu'on appelle la cerise sur le gâteau. Par exemple, j'ai besoin d'amour, ça va peut-être vous choquer. Bien sûr que mon conjoint doit me donner de l'amour, de l'affection, bien sûr, ça fait partie de ses droits et des devoirs. Mais si moi, mon réceptacle, mes réservoirs affectifs sont vides, il pourra me donner une quantité astronomique d'amour, ça sera toujours quelque chose d'insuffisant. Pourquoi? Parce que ma demande, elle démarre à partir d'un récipient vide. Je ne suis pas nourrie de l'intérieur. Donc, tout ce que je vais devoir demander, attendre, c'est vraiment des attentes d'abord incessantes, où je serai là à pointer, tu comprends, Rana, il ne me donne pas du tout d'affection. La première question que je pose à ces personnes, je dis, je comprends ce que tu vis. C'est extrêmement douloureux de vivre comme ça, sans cette nourriture affective qu'est l'amour, j'entends. Mais la question à te poser, c'est, est-ce que toi, tu prends soin de te donner de l'amour? Est-ce que toi, tu te valides inconditionnellement? Est-ce que toi, tu t'aides quand tu échoues? Est-ce que tu es ton meilleur coach, toi, ton meilleur partenaire?
Parce qu'en fait, tu es en train de demander à l'autre quelque chose que toi, tu ne peux pas te donner. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est cohérent? Non, je pense pas. Parce que même si l'autre essayait de te donner le maximum, si tu pars à partir de quelque chose, d'un vide, tout ce que l'autre pourra t'apporter sera clairement insuffisant. Donc, vous comprenez bien que ça va ne pas m'aider justement à prendre ma pleine responsabilité. On va parler de ces rôles. Quand je suis victime, eh bien, j'attends que l'autre vienne me donner. Ah, mais tu ne comprends pas ce que je vis, c'est clairement difficile, Rana. La vraie question, c'est que l'autre n'est pas en charge de tes besoins. Il est là pour donner le plus, c'est-à-dire ce qui va manquer, mais il n'est pas là pour nourrir ton besoin. Il n'y a que toi qui sois en charge. Donc, je vais rentrer dans ces rôles pour que vous compreniez un peu plus pourquoi, dans mon couple, je dois identifier le rôle dans lequel j'aime le plus souvent être. On a un rôle de prédilection. Alors, je vois, est-ce que le réservoir vide vient de l'enfance mal nourrie? Alors, oui, il peut être resté vide depuis l'enfance mal nourrie, mais en même temps, il peut en fait bien, se vider. Comme un réservoir. Tu as un réservoir, tu as une voiture, tu comprends bien que ton réservoir, il faut l'alimenter en huile, en essence. Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment bien appréhender. Tu dois sentir. Pour ça que je dis souvent que des moments avec soi sont importants pour pouvoir identifier, tiens, où j'en suis avec mes réservoirs affectifs, qu'est-ce que j'ai besoin là, à l'instant T, de quoi j'ai besoin. Et remplir mes réservoirs affectifs par moi-même. Et ne pas attendre de me dire, bon, ce soir, quand mon mari va venir, je vais lui tomber dessus, je vais lui demander de... Peut-être que lui, il a une journée harassante, il n'a pas du tout la tête à ça, je vais être frustrée, je vais en tirer des conclusions. Ah, mais tu ne comprends pas, mais il est comme ça. Et finalement, je vais développer de la rancœur. Je vais développer en fait ce qu'on appelle, je le dis souvent, celles qui me suivent, elles le savent, les 3 R. R comme des ressentis négatifs à son égard. R, quand il y a des ressentis, il y a toujours une revanche. Il ne faut pas penser que même quand vous dites, bon, c'est pas grave, je passe, ça passe. Non, non, ça passe pas. Le cerveau, il encode tout. Il n'oublie absolument rien. Et R comme regret. Ressenti, revanche et regret, parce qu'on regrette après. On regrette de s'être mis dans cet état, on regrette d'avoir cassé peut-être sur quelque chose qui était juste une interprétation. Donc, laissez-moi essayer de vous expliquer un petit peu le rôle de ces 3 personnages. Et je pense que dans la relation de couple, ça aide beaucoup. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé à me situer, en fait, dans le rôle dans lequel on a toujours un rôle de prédilection, dans lequel on aime s'installer. Et finalement, quand je suis dans ce rôle, je vais m'amuser à jouer aux 3 rôles. Et finalement, j'éloigne de moi la relation que j'ai envie de créer. Alors, le premier rôle, c'est le rôle de victime. Il faut savoir que quand on est victime, ça c'est quelque chose qui est, vous allez peut-être valider ce que je dis ou pas, mais en tous les cas j'en suis convaincue, c'est que je me retrouve toujours dans des situations, fréquemment, devant des personnes qui me font du mal. Une victime, quelqu'un qui endosse ce costume de victime, c'est quelqu'un qui va souvent se rencontrer devant des personnes qui vont lui faire du mal. Parce qu'en fait, une victime, c'est quelqu'un qui va finalement se sentir le maillon faible, qui va en vérité se mettre dans une position d'infériorité, sans toi je ne peux rien faire, qui va même développer ce qu'on appelle un chantage affectif. Oui, il faut que tu m'aides. Voilà, c'est quelqu'un en fait quelque part qui n'a pas de demande directe, qui a besoin d'une autre personne pour l'aider. Et cette personne qui se met dans ce rôle de victime, alors c'est vrai qu'il n'y a jamais rien qui est négatif. Ça, le bénéfice de tout ça, c'est qu'elle va recevoir de l'attention, c'est qu'en fait, on va faire preuve d'indulgence envers elle, c'est quelqu'un qui va avoir justement, qui va pouvoir aider l'autre à se remettre en cause, on va dire ça comme ça, quelqu'un qui va être aimé, etc. Donc, elle ne se sent jamais responsable de la situation. Voilà, ça, c'est le côté positif. Donc, une victime, c'est quelqu'un qui n'est pas créateur de sa vie, c'est quelqu'un qui attend.
C'est quelqu'un qui juge, qui est là et qui attend que finalement, moi, je ne suis pas capable de me donner, donc j'exige à l'autre qu'il me donne. Donc, clairement, il y a une incohérence. Tu ne peux pas exiger à l'autre quelque chose que toi, tu ne te donnes pas. C'est ce qu'on appelle la cohérence. Deuxièmement, face à elle, on a ce qu'on appelle, s'il n'y a pas, devant une victime, il y a toujours un persécuteur. Il y a toujours un persécuteur. Persécuteur, c'est celui qui remet un petit peu, qui remet en cause la valeur de l'autre. C'est un moraliste. C'est quelqu'un qui va être là. On appelle ça un redresseur de tort. À cause de toi, il s'est passé ça, à cause de ci, à cause de ça. Donc, quelqu'un de très, très, très virulent et qui est très virulent avec ceux qui l'entourent. OK ? Il se sent supérieur, cette personne. Alors, il y a aussi dans cela un bénéfice, c'est que c'est quelqu'un qui arrive à pouvoir rester toujours un leader, qui est quelqu'un qui garde sa personnalité, qui est convaincu de sa valeur. Ça, c'est quelque chose d'important. On n'est pas souvent convaincu de sa valeur. Lui, en tout cas, il est convaincu de sa valeur et c'est quelqu'un qui trouve sa liberté et cette liberté, il ne la perd jamais. D'accord ? Il se protège des attaques. Voilà. Ça, c'est le côté bénéfique. Et face à ces deux personnes, la victime et le persécuteur, on a le sauveur. Le sauveur, c'est celui qui va arriver et qui va trouver, c'est le monsieur solution. C'est celui qui va être là, qui va imaginer que rien ne peut avancer sans lui, qui est disponible, qui va aussi quelque part rendre dépendants les autres. Et il va surtout les faire sentir redevables. Heureusement que je suis là. Sans moi, tu aurais été perdu. Voilà, la sensation en fait d'être en fait très important. C'est la sensation de se donner une certaine importance. Alors, il faut savoir que quand même, une personne qui est sauveur, vous en avez dans votre entourage, j'en ai dans mon entourage, ça fait partie du monde. Les personnes qui sont sauveurs, ce sont des personnes qui sont bourrées de culpabilité. Qu'une culpabilité en fait, finalement, à lâcher. Et pour se sentir moins coupable, ils vont beaucoup donner. Alors, vous allez me dire, mais Hana, c'est super de donner. D'accord ? Le bénéfice de tout ça, c'est que c'est une personne qui va beaucoup donner. Mais j'ai envie de dire, tout est bon à bonne dose. Quand on donne trop, c'est pour masquer certaines choses. Tout est bon à bonne dose. Je dis souvent qu'avant de donner à l'autre, la première question à se poser, c'est est-ce que moi, je me suis donné d'abord à moi ? Si c'est bon avant, ça sera toujours bon après. C'est pas que je sois nombriliste, pas du tout. Et c'est pas ce que je vous encourage à être. C'est tout simplement, d'abord, nourrir mes besoins. Parce que si j'y vais le ventre vide, entre guillemets, il y aura toujours des représailles. Est-ce que d'abord, j'ai pensé à nourrir mes besoins et ensuite, je vais pouvoir donner le meilleur de moi-même à l'autre. Donc, en fait, je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner l'exemple d'une jeune femme qu'on va appeler Sarah, d'accord ? Pour que vous compreniez comment ça peut s'installer, cette dynamique. Et je vais aussi vous aider à pouvoir en sortir, c'est ça qui est important. Parce que parler de problèmes, c'est ça qui est, bon, c'est important, mais c'est toujours trouver des solutions qui me semblent le plus important et le plus opportun. Regardez, par exemple, on a une jeune femme qui s'appelle Sarah. Et Sarah, elle a des difficultés avec sa maman, des difficultés relationnelles. Ok ? Quand elle se sent victime, qu'est-ce qu'elle fait, Sarah ? Elle va voir son mari. Et elle va dire, au secours, viens m'aider, propose-moi des solutions. C'est ce que va faire David, il va lui proposer des solutions. Simplement, quand Sarah va voir que les solutions que David propose n'ont pas pu aider, ne fonctionnent pas, eh bien, tout simplement, elle va devenir quoi ? Persécutrice de son mari, persécutrice de son époux. Ou encore mieux, quand tout va bien finalement entre Sarah et sa mère, quand les choses redeviennent beaucoup plus calmes, le conjoint, David, lui, il va se sentir finalement un peu victime, mis à l'écart. Pourquoi un peu victime ? Parce qu'en fait, eh bien, c'est lui qui a été des fois l'investigateur d'investigateur d'idées pour que Sarah prenne le dessus et qu'elle puisse se définir. Donc finalement, quand elle voit ça, finalement, on est bien dans ce triangle. Qu'est-ce qui va se passer ?
eh bien Sarah, au final, va beaucoup moins s'impliquer dans son couple. Tout simplement, l'idée, c'est, pourquoi je vous donne cet exemple, pour que vous arriviez à fixer qu'on est tous dans ce triangle de Karpman, tant qu'on n'en a pas pris conscience. Ça peut être la relation avec ma belle-mère, ça peut être la relation avec mes enfants, ça peut être la relation, bien sûr, dans le couple, et là, c'est vraiment le domaine de prédilection, c'est vraiment là où je dois en prendre conscience, parce qu'en fait, sinon, je vais biaiser la relation. Donc, toute l'idée, c'est déjà de conscientiser la manière dont je me comporte dans certaines situations. Tiens, ça, c'est marrant. Là, dans quel rôle j'aime bien me mettre? Par exemple, quand j'appelle ma mère. Ah, j'aime être la victime. J'aime dire « Allô, maman Bobo » pour qu'elle puisse m'écouter. Ah, avec mon mari, mon rôle préféré, c'est le rôle de persécutrice. C'est de pointer tout ce qu'il ne fait pas bien. Tout ce qui ne va pas. Et par moments, quand les choses vont mal, je vais peut-être en fait passer au rôle de sauveur. Quand je vais sentir que quelque part, eh bien, j'ai quelque chose, me sens coupable de quelque chose, je vais en donner, pour bien montrer, ah, heureusement que je suis là. Mais dans ces trois rôles, finalement, eh bien, c'est vrai que ça donne une sensation d'existence, d'être là, de passer de là. En fait, c'est un jeu qui est un peu tentant, hein, de vous à moi, j'avoue. Mais en même temps, c'est vrai que, encore une fois, ça donne une certaine reconnaissance, mais c'est extrêmement dangereux dans le couple de rester dans ce triangle, parce qu'en fait, je n'aide pas la relation à évoluer et je reste dans des schémas archaïques qui tirent le couple vers le bas. Je vous ai dit tout à l'heure en début de séance, en début de conférence, je vous ai dit que la conscience dans le couple est quelque chose d'extrêmement important. S'arrêter, débrancher pour pouvoir prendre conscience de ce que je vis et d'essayer d'identifier le jeu dans lequel j'aime m'installer. Vous allez voir que si vous allez rentrer dans cette conscience, vous allez voir que vous avez un jeu différent avec chacune des personnes et que ce jeu-là, eh bien, vous empêche d'être responsable. Parce qu'en fait, quand on est victime, on n'est pas responsable. Quand on est persécuteur, ben, ce n'est pas de ma faute si je te persécute, c'est parce que tu n'as pas fait les choses. Et quand on est sauveur, eh bien, quelque part, encore une fois, on n'est pas responsable. Pourquoi? Parce qu'on enlève, on ôte la responsabilité de l'autre. On ne peut pas être pleinement responsable. Parce qu'en fait, une personne responsable, c'est une personne qui laisse de la place pour chacun. J'ai ma responsabilité, mais tu as la tienne. Un sauveur, c'est celui, en fait, qui mange toute l'atmosphère. Vous avez des personnes qui vont tout faire, qui vont tout gérer, qui vont essayer. Alors, vous allez me dire, mais c'est super, ça. Non. Parce qu'en fait, c'est une personne qui a du mal, justement, qui a un besoin de contrôle et qui, en vérité, sous ses allures de sauveur, de bon fonctionnaire de la cellule couple, va se faire passer pour celui qui, heureusement, sauve le couple, alors qu'en réalité, elle ôte toute forme de responsabilité à la victime, à l'autre. Parce que s'il y a un sauveur, c'est qu'il y a une victime. S'il y a un persécuteur, c'est qu'il y a sûrement un sauveur et il y a aussi une victime. Donc, il faut savoir déjà repérer, j'ai envie de dire, le rôle dans lequel j'aime m'installer. Ça, c'est déjà, moi je dis souvent que la conscience est déjà 50% du travail qui est fait. Ça vous paraît beaucoup? Je peux vous dire qu'on vit beaucoup sans conscience. On est des automates, on avance, la tête dans le sable, on ne se pose pas de questions. D'ailleurs, c'est plus facile. N'est-ce pas? C'est plus facile. Donc, essayez de repérer le jeu dans lequel j'aime être. Mais ça ne s'arrête pas là. Repérer le jeu dans lequel l'autre m'invite à entrer. C'est encore autre chose. L'autre, il m'invite au travers du rôle dans lequel il s'installe
de rentrer dans un rôle. Oui, oui, oui. Et repérer le rôle dans lequel l'autre m'invite à rentrer. Et refuser d'y rentrer. Non, je ne rentre pas. Allô, peut-être que l'autre va m'inviter à rentrer dans ce rôle de victime. Par exemple, vous allez appeler votre maman, oh ma pauvre, tu es fatiguée, oh là là, avec tout ce que tu as sur toi. Et quelque part, moi, ça me donne une certaine reconnaissance et c'est quelque chose qui, je vais dire, oui, maman, je suis fatiguée, oh là là. Ça peut être ça, ou ça peut être un choix différent. Choisir de refuser de rentrer dans le rôle dans lequel l'autre m'invite à rentrer. Intéressant. Et essayez justement de poser des limites. À quoi je dis oui, à quoi je dis non. Non, maman, ça va bien, t'inquiète pas, je gère. C'est se surprendre et surprendre l'autre. Là, vous êtes dans le début du changement. Vous êtes en train de surprendre même votre boîte crânienne. Là. Tiens, waouh, Rana, elle a dit ça? Ouais. Non, maman, tout va bien. Tranquille, je gère. C'est vrai qu'au début, il faut le faire de façon consciente, un peu mécanique, mais plus vous allez le faire, et plus vous allez prendre goût à cela, vous allez retrouver votre pleine responsabilité. Et là, vous êtes vraiment acteur. Parce que là, vous allez refuser. En posant des limites même à l'autre. Ok, j'ai besoin de toi, mais jusque-là. T'inquiète, je peux me débrouiller pour le reste. Tu peux m'aider pour cela, mais attention, je ne suis pas victime. Donc finalement, je reste à ma bonne place. Parce que c'est très facile de glisser dans ce rôle de victime. Vous savez, la société aujourd'hui, elle nous encourage à rester ces victimes. On va dire les victimes de ce système qui ne nous encourage pas à pouvoir avancer. Donc, moi, en conscientisant, j'ai envie de dire, le rôle dans lequel j'aime être, dans le rôle dans lequel l'autre m'invite à rentrer, je vais d'une certaine façon dire halt, stop. Comme on dit, arrêt du jeu, bas les masques, c'est terminé. D'abord, c'est être à l'écoute, comme je vous l'ai dit, il faut écouter un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. Et à partir de là, c'est réellement ce qui va me permettre de rentrer dans un autre triangle qui s'appelle, on appelle ça en coaching le triangle vertueux, le triangle des 3 P. Tout à l'heure, on était dans le triangle infernal, le triangle de Stéphane Karpman. Là, on rentre dans ce qu'on appelle le triangle vertueux, le triangle des 3 P, qui me donne P comme pouvoir, P comme puissance et P comme permission. Je vais expliquer, mais c'est à partir de là que vraiment je deviens co-créateur et que je sors pleinement, en fait, de ce triangle dramatique. Alors, P comme pouvoir. Alors, il faut savoir que on a on est tous dotés d'un grand pouvoir. J'appellerais ça le pouvoir de pouvoir, ce qu'on appelle la Becherat Rothschild. Le pouvoir de pouvoir. J'ai envie de dire qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. À la naissance, on nous a tous dotés d'un grand pouvoir. Simplement, ce qui s'est passé avec le temps, on s'est enfermé dans un bocal de croyances, dans un carcan éducatif, dans des croyances. On a des croyances sur tout. Des croyances sur les hommes, sur le mariage, sur la femme, sur la belle-mère, sur tout. Et c'est comme ça qu'on évolue. Je vous rappelle qu'une croyance, je donne juste la définition, c'est une pensée sur laquelle je me suis arrêtée, une pensée à la base, qui est devenue une vérité, ma vérité, une réalité, ma réalité. À la base, c'est une pensée que j'ai développée, qui a beaucoup ruminé dans mon esprit. Et avec le temps, elle s'est installée jusqu'à devenir ma réalité. Aujourd'hui, je peux prouver que ce que je dis, c'est vrai. Je peux prouver que, je ne sais pas moi, les hommes sont machos.
qu'il n'y a pas de couple heureux. Et je vais justement vivre cela dans ma réalité. Pourquoi? Parce qu'à la base, c'est quelque chose sur laquelle je suis restée. C'est comme ce poisson qui est dans l'eau, la seule chose qu'il voit en vérité, c'est l'extérieur du bocal. Il ne voit pas l'eau dans laquelle il est trempé. Et nous sommes trempés justement dans ce bocal de croyances. Et encore une fois, si je ne fais pas un tri sur ces croyances limitantes, on appelle ça des croyances limitantes, on a 3 types de croyances, la croyance ressource, la croyance limitante et la croyance neutre. On ne va pas rentrer dans ça, mais on est obligé, pour pouvoir développer son plein pouvoir, de faire un tri, et j'appelle ça clarifier son système de croyances. Parce qu'en vérité, ce que je suis ou ce que je ne suis pas, sachez-le mes amis, dépend de mon système de croyances. Et ça, j'en suis complètement convaincue. Je dis souvent que si tu veux changer de vie, change de croyances. Si tu veux changer de vie, change de croyances. Et là, tout va changer avec. P, un deuxième P comme puissance. En fait, on a tous en nous un réservoir avec des ressources, des capacités qu'on ignore. On ignore, on n'est pas au centième, on ne connaît pas le centième des capacités qu'Akadosh Baruch Hu nous a données. C'est comme si, en fait, j'allais un peu à la recherche d'un vieil ami à l'intérieur de moi et que, avec cette torche, je rentre dans mon tréfonds, le tréfonds de l'âme pour aller essayer de sortir cette puissance. Personne sur cette terre ne développe pas de la puissance. Encore une fois, quand je suis dans ce pouvoir, dans cette puissance, qu'est-ce que je développe? Ma pleine responsabilité. Je suis pleinement dans ce premier des 3 fondamentaux qui s'appelle la responsabilité. Et là, pour pouvoir justement développer la puissance, pour moi, il y a 2 éléments qui sont importants. C'est 1, avoir conscience que je suis porteuse de puissance. Parce qu'en fait, si j'en ai pas conscience, je n'irai pas les chercher. Ou si je pense que c'est les autres qui sont porteurs, mais moi, je ne suis pas porteuse d'une puissance, eh bien, je n'irai pas la chercher. Donc, en avoir conscience, j'ai envie de dire, plus que conscience, même en être convaincu. Et je dirais que le deuxième point à développer, c'est vraiment ce qu'on appelle la synaptogénèse. C'est quoi la synaptogénèse? La synaptogénèse, c'est en fait l'allié du cerveau. Vous savez que le cerveau a un allié. Qu'est-ce qui aide le cerveau à bien fonctionner, à être en alerte à chaque fois et à avancer et à sortir des schémas répétitifs? C'est la synaptogénèse. C'est quoi la synaptogénèse? C'est la curiosité. C'est ce qu'on appelle la curiosité. Aller chercher, tiens, je vais aller chercher quelque chose qui est en moi mais que je ne connais pas. Je vais aller creuser à l'intérieur de moi, puisque souvent, la seule personne sur cette planète que je ne connais pas, c'est moi. Je suis désolée de vous le dire, mais c'est la vérité. Donc peut-être avec aller chercher à découvrir cette puissance qui est la mienne. Et ça, c'est vraiment un allié très, très intéressant pour le développement du cerveau. Rappelez-vous-en. Et le 3e P, j'appellerais ça la permission. P comme permission. Et pour moi, ça, c'est vraiment le point extrêmement important. Vous savez, mes amis, souvent, on ne s'autorise pas à être différent. On ne s'autorise pas à être différent. Souvent, on me dit, écoute, Rana, moi, je suis comme ça. Mes parents étaient comme ça. Ça a toujours été comme ça. Je pense que la plus belle permission qu'on peut se donner, c'est de commencer à porter un juste regard sur mes croyances. Encore une fois, j'en reviens. Sur ce que je pense croire de moi, ce que je pense être. Et choisir, encore une fois, ce que l'on est, ce que l'on veut devenir. Et ça, pour cela, il va falloir s'autoriser, j'aime bien le mot, s'autoriser à lâcher, j'ai envie de dire, les modèles de vie que nos référents parentaux nous ont donnés. Ils nous ont donné ça presque au biberon. Et finalement, être d'accord de revoir ce que nos prédécesseurs, ce que j'appelle ces bâtisseurs du monde, nous ont légué. Et créer en vérité le couple que moi j'ai envie de vivre. Mais pas ce qu'on m'a dit du couple. Même si pour moi mes parents sont des exemples et même si ce sont des modèles, ils ont eu leur couple
qui ne sera jamais le mien si je décide qu'il en soit différemment. Mais sinon, je vais finalement porter des mémoires ancestrales et les ramener dans mon cou en me disant « mais c'est comme ça ». Automatiquement, je vais me couper de toutes les chances de pouvoir réussir. Ça, c'est ce qu'on appelle une autorisation morale. Je me donne l'autorisation, en fait, d'adopter des comportements qui me conviennent, qui matchent avec mon identité, avec mon moi profond, qui je suis vraiment. Et là, je vais m'autoriser à adopter, bien sûr, de nouveaux comportements et je vais voir que finalement, d'abord, je vais me sentir épanouie dans ce couple. Et je vais vraiment, vivre en cohérence avec vraiment qui je suis. Parce que sinon, en fait, c'est une réponse à ce qu'ont été mes parents ou mes, je sais pas moi, mes référents parentaux ou mes éducateurs. Et finalement, je ne vais jamais passer la barre de pouvoir m'autoriser à vivre comme j'ai envie de vivre. Mais quelle détresse de ne pas vivre la vie que j'ai envie de vivre. Parce qu'en fait, c'est comme ça, c'est comme ci, c'est comme ça. Donc en fait, si on a envie, justement, parce que des fois, on pense qu'on va trahir notre histoire, on va trahir nos parents, vous savez, ça va très, très vite. Donc si j'ai envie réellement de sortir de ce triangle de Karpman, alors je vous rassure, ce triangle de Karpman, c'est quelque chose que l'on travaille en formation. C'est compliqué comme ça, sans voir le public que j'ai autour de moi, d'en parler. J'ai essayé de vous donner le maximum de clarté. C'est quelque chose sur lequel il faut travailler en ayant des schémas pour que ce soit beaucoup plus clair. Mais j'ai quand même voulu vous sensibiliser quand j'ai commencé à parler de ces trois fondamentaux qui s'appellent la responsabilité. Merci, Afa. J'ai quand même voulu en fait mettre en avant ce triangle pour que vous compreniez qu'il est très important dans la vie de nos couples et que si j'en prends pas conscience, je risque malheureusement de fonctionner pas avec le meilleur de moi-même, mais avec le pire de moi-même. Donc, je pense que merci, c'est gentil. On continuera la prochaine fois cette conférence et on parlera justement des deux autres points qui me semblent importants et je rajouterai un point supplémentaire. Donc, en fait, ce que moi j'ai essayé de vouloir vous dire ce soir, c'est le message, il est très très simple. C'est qu'en réalité, cette thématique, merci, c'est gentil. Elle fait et elle défait nos vies parce qu'en fait, je vais vous dire, de vous à moi, quand on n'est pas bien en couple, on n'est pas bien tout court. Donc, on a tout intérêt de mettre les bons ingrédients. On est des fortiches pour faire de bons gâteaux et on va essayer de trouver les meilleurs ingrédients. Mais quand il s'agit de notre cellule couple, on est dépourvu, on est en attente, je pense que c'est vraiment là où il faut injecter, faire peut-être moins de gâteaux. Faites comme moi, j'en fais plus du tout. Faire un peu moins de gâteaux, mais réellement s'imprégner, vraiment se mettre pour que cette cellule couple puisse battre du meilleur de ce qu'elle peut donner. Et j'aime beaucoup cette phrase de Jacques Salomé, c'est par là que je terminerai. Vraiment, c'est par là que je terminerai. Dans un couple, mesdames, messieurs, je ne sais pas à qui j'ai affaire, mais dans un couple, ce qui est important, c'est pas de vouloir être heureux. C'est vraiment de se rendre heureuse et d'offrir ce bonheur à l'autre. C'est une phrase qui m'a beaucoup inspirée. Parce qu'en fait, dans un couple, on a toujours envie de nourrir nos besoins, d'être heureuse. Et on dit, oh là là, je ne suis pas heureuse. Dans un couple, ce qui est important, ce n'est pas de chercher d'être heureuse. C'est de se rendre heureux. Et d'apporter, d'offrir ce bonheur à l'autre. Alors, en tous les cas, j'espère que ça va vous aider. Là où vous en êtes, on peut toujours avancer. Même si ça va bien, ça peut être mieux. Et si ça va moins bien, ça peut toujours, sachez qu'il y a toujours beaucoup, beaucoup d'espoir. On a des choses à mettre. Rappelez-vous, c'est un laboratoire d'expérience. On a du matos, on a des process. Comme quelque part un training. Vous avez envie de travailler votre aspect physique, vous allez vous mettre à faire du sport et il y a des parties qu'il faut travailler de cette façon avec tel et tel outil. C'est pareil. C'est pareil. Donc, en tous les cas, ce que moi, je vous souhaite, c'est surtout d'être heureuse. C'est d'avancer dans vos vies.
dans vos 5 domaines de vie, que ce soit dans votre domaine de couple, d'abord personnel. On a 5 domaines de vie, le domaine personnel, domaine de couple, familial, professionnel et relationnel. Alors, avec plaisir, merci pour tous ces remerciements, c'est gentil. Sachez que j'ai ma chaîne YouTube, il y a beaucoup de matière sur le couple, sur plein de thématiques. Ma chaîne YouTube, c'est Chana, C-H-A-2-N-A, Coaching Neurosciences. Et là, vous avez, je sais pas, 150 capsules, 150 vidéos sur pas mal de choses et beaucoup de sujets sur le couple aussi. Donc, en tous les cas, j'espère que j'ai été claire. C'est difficile pour moi de parler, je dis souvent, sans voir de public, mais c'est aussi une belle expérience. J'espère que ça a pu vous clarifier un certain nombre d'éléments. En tout cas, avancez et on se dit à très bientôt. Au plaisir de vous retrouver. Au revoir, à bientôt. Merci. Au revoir.